Je vais débuter avec deux histoires. La première, c'est un monsieur, un ami qui rentrait de boulot, quand son épouse l'a appelé pour lui dire de faire des achats dans un supermarché. Il devait acheter un gadget qui coûtait 15 000 francs. Et ce jour-là, il n'avait que 20 000 dans la poche. Donc il arrive dans le supermarché et il arrive et voit l'étiquette sur le gadget, c'est écrit 20 000 francs. Juste ce qu'il avait en poche. Donc il saute dans la voiture, il va dans un deuxième supermarché, c'est pareil, 20 000. Il dit, ben tiens, moi, je ne peux pas me permettre de mettre tous mes sous dans ça. Du coup, il essaie de joindre sa femme, elle ne décroche pas. Donc il rentre à la maison tout énervé. Dès qu'il rentre, il voit sur la table, le gadget est là, avec la même étiquette de 20 000. Donc il dit à son épouse, mais tu m'as dit d'acheter ça à 15 000. Comment ça se fait que tu allais acheter et puis tu as acheté aussi à 20 000? Elle dit, mais tiens, c'était une bonne opportunité, tu n'as pas vu, c'était deux pièces à 20 000 au lieu de 15 000. Monsieur n'a pas eu le temps de regarder l'étiquette en détail. Pour la deuxième histoire, ça me concerne personnellement, parce que j'ai été une personne qui a reçu différents types d'étiquettes. Étiquetée par la société, étiquetée par les amis, étiquetée par la famille, étiquetée par les partenaires, les membres de mon activité. Ça fait quand même plusieurs étiquettes. Je pense que je pourrais même en faire un vêtement. Alors, à l'âge de 10 ans, j'avais une passion, c'était devenir inventeur. C'est-à-dire fabriquer des choses, parce que j'étais passionné de bricolage. Donc je passais tout mon temps avec un tournevis à démonter un peu les appareils par-ci par-là dans la maison. Et même que mes sœurs se fâchaient parce que j'étais toujours en train de bricoler 2 ou 3 choses. Et à l'âge de 13 ans, je commence à monter des petites enceintes, des petits appareils et tout ça, et je commence à me nourrir de nouvelles passions, animer les fêtes dans le quartier, baptême, anniversaire et tout ça. Donc j'ai commencé à me faire une petite clientèle dans le quartier, et au-delà, commencer à sortir un peu de la zone et tout ça. À 17 ans, je suis en classe de première, je commence à faire les balles des écoles. Et durant cette période, pendant les vacances, je croise une jeune dame qui est aujourd'hui devenue mon épouse, que je salue au passage, Madame Kakou. Alors, elle me soutient, elle m'accompagne dans tous mes événements, elle m'accompagne lorsque je fais des recherches sur les appareils, et même des courses et tout ça. Et petit à petit, je commençais à constituer une certaine épargne. Donc, pendant les pauses de cours et tout ça, je prenais le bus parce que j'étais au lycée classique. Je prenais le bus et je me rendais au plateau pour faire le lèche-vitrine parce que je n'avais pas les moyens d'acheter les appareils qu'ils avaient dans les magasins. Et pour la petite anecdote, je suis rentré dans un magasin un jour où j'ai vu un appareil qui me plaisait tellement que je demandais le prix au vendeur. Il m'a regardé de haut en bas et il m'a dit « Tu ne peux pas payer, sors ». Il avait raison, je ne peux pas payer, je suis sorti. Mais ça ne m'a pas pour autant bloqué dans mon avancée. En 1996, j'ai eu le bac et j'ai décidé d'ouvrir un magasin. Dans le temps, on appelait ça les discothèques. Donc, pour les ventes de cassettes, animation et tout ça. Donc, dans mon quartier, j'ouvre le magasin, discothèque, et on a commencé à travailler, on faisait un peu plus d'argent et tout ça. Et même que, en fin d'année, quand on faisait plein de cérémonies, de Noël et tout ça, je me retrouvais avec ma copine, en son temps, et dans la chambre, on comptait de l'argent. On avait plus d'1 million, 1,5 million, 2 millions. On était tout jeunes, qu'est-ce qu'on allait faire avec? On rachète des appareils. Donc chaque fois, je réinjectais tout ce que je gagnais dans les équipements. J'étais tellement passionné que la mode, la fête, la boisson et tout ça, bon, j'étais déjà dans la fête. Donc je n'avais pas forcément besoin d'aller encore payer des tickets pour aller en boîte de nuit et tout ça, parce que je faisais toujours des animations. Donc je me retrouve avec ce magasin, je rentre à l'université, et ma passion, c'était de faire de l'électronique. Malheureusement, toute ma famille insistait pour que je puisse faire des cours en économie. Parce que pour eux, il fallait que j'aie un parcours standard. J'étais le dernier de la famille, et on se disait, il fallait que tout le monde ait au minimum une maîtrise. C'était le diplôme minimum de la maison. Et moi, le dernier, je traînais là, je suis allé m'inscrire à l'université, j'ai fait 2 ans, je n'ai pas validé l'année, et je me pointe devant mes frères et sœurs, je leur dis, et au passage, lorsque j'ai ouvert le magasin, mon père m'a donné sa bénédiction. Il m'a dit, tu pars, mais si ça ne va pas, t'inquiète pas, tu peux rentrer. Et comme ça, mes frères et sœurs, je les ai approchés juste après les 2 années passées à l'université.
J'ai approché les 2 aînés et je leur ai dit, j'avais besoin d'un soutien financier pour acheter un véhicule, pour transporter mes appareils, pour faire les animations. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais apparemment, tu es fou, tu ne comprends pas ce qu'on te dit. On te dit d'aller à l'école, d'avoir les diplômes, postuler, avoir un boulot et puis avoir un salaire toutes les fins du mois. Et toi, tu veux être un petit réparateur d'appareils au Carrefour, là, et maintenant même tu veux mettre l'argent dans des voitures pour ça. C'est fou, quoi. Et donc, comme j'ai compris que personne ne pouvait m'aider dans la famille, je me suis replié, j'ai continué ces épargnes, le peu d'argent que j'avais. J'allais même à payer les billets d'avion d'un ami qui travaillait à l'aéroport, qui avait le visa, pour acheter des équipements pour moi en France. Parce que pour moi, je ne pouvais pas comprendre que quelqu'un qui avait un petit magasin d'un quartier à Bobo pouvait avoir la possibilité d'avoir un visa et même arriver en Europe pour acheter des équipements. Ce n'était pas possible pour moi, donc je préférais envoyer quelqu'un le faire. Et en 2004, je me suis inscrit 2 ans avant dans une école de commerce. J'ai fait un BTS commercial et ensuite je suis rentré à l'université où j'ai fait une maîtrise en marketing et vente. Et dès que j'ai eu cette maîtrise, je me suis retourné vers mes frères et sœurs et je leur ai dit, le diplôme que vous avez demandé, le voilà. Et moi, ce que je compte faire, c'est développer ce que j'ai monté comme petite activité parce que je ne compte pas travailler dans un bureau pour quelqu'un. Ils m'ont regardé, ils n'ont rien dit, ils sont restés muets et je suis reparti avec mon diplôme. Avec ma copine, on a discuté, je lui ai dit, tiens, tu vois, à l'école, quand on faisait les cours de BTS et tout ça, on a fait comptabilité, on a fait management et toutes ces choses-là. Mais pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas tout ce qu'on a appris à l'école sur cette activité pour la rendre formelle, professionnelle? Et c'est comme ça que c'est parti. 2004, on commence à appeler nos amis qui ont eu des diplômes qui n'ont pas eu d'emploi et tout ça. Ils se sont rapprochés de nous et ensemble, on a commencé à rendre la chose plus correcte, plus moderne et moins informelle. Déclaration aux impôts et tout ça. Et chemin faisant, j'ai croisé un monsieur que je saluerai au passage. C'est un ami qui est pour moi aujourd'hui un père, un associé, mon témoin de mariage et aussi un conseiller qui a été vraiment quelqu'un qui m'a soutenu. Parce qu'au-delà de ma famille, ce monsieur a eu confiance en moi. Il avait perdu son emploi pendant 10 ans. Il était banquier. Et pendant 10 ans, il ne travaillait pas. Mais il était passionné de musique comme moi. Donc on s'est croisés dans la même passion. Et lorsqu'il a retrouvé un nouveau boulot, 10 ans après, il m'a appelé, il m'a dit, Innocent, tu sais, pendant ces 10 années, c'est la sono, les animations qui m'ont permis de faire vivre ma famille. Et je veux être reconnaissant envers cette activité. J'ai perdu mon emploi, on m'a payé des droits aujourd'hui, j'ai un nouvel emploi, mais j'ai décaissé un certain montant. J'aimerais te le mettre à disposition pour qu'ensemble, on fasse quelque chose de plus grand. Et à partir de ce moment, ce monsieur s'est associé à moi. Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours associés. Il est à la retraite, il a 25 ans de plus que moi. Mais aujourd'hui, je suis son fils, on fonctionne ensemble et on continue de travailler. Alors, monter en 2004 cette nouvelle activité avec mon partenaire, mes amis avec qui j'ai fait des études, on décide de faire une SARL qui s'appelle ICA Sono Équipement. À partir de cette date, on a commencé à avoir des marchés beaucoup plus intéressants parce que là, on était présenté maintenant comme une société à responsabilité limitée. Donc, on pouvait se présenter au gouvernement, on pouvait se présenter à plusieurs entités. Et donc, les marchés commençaient à fleurir. Et progressivement, on a commencé à acquérir des choses plus intéressantes. Et en 2006, on a une nouvelle ouverture. Une entreprise de communication nous approche et nous demande de faire des villages pour la CAN. Donc des fan villages où on devait mettre des écrans comme ceux-là. Et on était tout heureux, on a mis des vidéoprojecteurs et tout ça, mais pas de bol. C'était en Égypte, les matchs se passaient le soir là-bas, mais ici c'était dans l'après-midi. Et on avait le plein soleil ici. Malheureusement, les vidéoprojecteurs à l'extérieur ne peuvent pas diffuser des images. C'était la grosse colle. On n'a pas pu réellement réussir ce challenge. Mais le client aussi ne savait pas qu'il y avait une solution qui existait. Donc pour moi, il fallait que la CAN suivante, c'est-à-dire en 2008, je sois capable de mettre à disposition quelque chose qui réponde à cette question. Internet venait d'arriver, on continuait à faire des recherches et tout. Je me rends compte qu'il y a une entreprise en Europe qui est spécialisée dans le domaine, mais un seul écran coûte un demi-milliard. Où trouver un demi-milliard?
un bon abobolais qui voit peut-être 1 million ou 2 millions dans le mois, rarement 250 millions, c'est pas possible. Je réfléchis, on continue encore avec les équipes, on fait des recherches, et paf, on se rend compte qu'en Chine, il y a des compagnies qui fabriquent le même équipement, identique, peut-être pas la même durée de vie, mais qui peut répondre à nos besoins sur place. Donc du coup, on saute dans l'avion, on va en Chine, on achète les écrans. Fin 2007, début 2008, on arrive à Abidjan avec les écrans. On est les pionniers, les premiers à présenter les écrans géants plein jour en Côte d'Ivoire en 2008. Et ça a été le boom pour nous. On a vraiment décollé, toutes les entreprises nous faisaient la demande et tout ça, parce que pour eux, c'était une innovation. Et en 2010, la crise arrive, discussion entre nos équipes et tout ça, on repart en 2011, et il commence à avoir des divergences d'objectifs entre les associés, je dirais ceux qui sont venus avec leurs connaissances diplômantes, mes amis. Donc, on se sépare. Je reste avec mon associé et mon épouse, on continue notre activité. Malheureusement, c'est qu'en 2011, on sort de la crise, plus d'activité, plus d'entrée d'argent, c'est le chaos total. Comment il faut se relever? On a failli réfléchir, et là, mon épouse me dit, tiens, voilà, j'ai ma petite soeur, j'ai mon cousin qui sont là, ils ont des diplômes, ils n'ont pas de boulot, éventuellement, ils peuvent t'aider en attendant d'avoir quelque chose. Donc du coup, on monte une nouvelle équipe rapidement, on commence à travailler, ils ne me demandent même pas de salaire, on se débrouille, donc peut-être 20 000, 30 000 francs par mois pour pouvoir faire leur petite course, et on repart. On a passé 3 ans à payer des droits à ces anciens associés qui sont sortis, et à la 4e année, l'activité a rebondi. 2016, une grosse compagnie de téléphonie nous appelle et nous demande de faire une grosse commande de matériel pour eux. On regarde dans les caisses, on n'a pas grand-chose. Où trouver cet argent? On se rapproche des banques en leur faisant savoir qu'on a une entité bien établie avec les comptes et tout ça. La banque regarde et puis disent sonorisation, ça ne nous intéresse pas. Nous, on est dans café, cacao, ce genre de trucs. On ne finance pas ce genre d'activité. Donc, où trouver les fonds pour pouvoir répondre à ce marché? On réfléchit, on se dit, bon, on va voir autour de nous. On contacte des amis qui sont déjà, avec qui on a fait les banques, qui travaillent et tout ça, des proches. On leur dit, tiens, on a un marché, si on peut avoir 2-3 millions avec vous, après, on vous le remet, on va vous retrocéder avec un peu plus de la marge dessus. Donc, ça marche, ils acceptent, on réussit à valider ce marché, on investit, et on réalise le marché que cette compagnie attendait. Du coup, toutes les autres compagnies nous ont fait confiance. Et la petite anecdote, c'est qu'en interne, ils se disaient qu'on ne serait pas capable de réaliser ce marché parce que pour eux, le montant était tellement élevé que ce n'est pas possible. Mais on est allé au-delà de ce qu'ils pensaient de nous. Et quand ça s'est réalisé, on a eu la distribution de plusieurs marques. Et ce monsieur qui me disait dans le temps, tu ne peux pas payer, sort, avait quitté la Côte d'Ivoire, il avait fermé son magasin, et c'est moi qui suis le distributeur de la marque qui vendait en Côte d'Ivoire. Je vais parler à je vais parler à 3 types de personnes, je pense, qui sont présentes dans cette salle. Déjà les parents. Si vous avez un enfant qui a une passion, qui souhaite développer cette passion, ne l'arrêtez pas, ne lui mettez pas de contraintes, ne lui mettez pas de barrières, aidez-le à aller au-delà de ses capacités. Pour les couples, je dirais, si vous êtes ensemble, monsieur et madame, que l'un d'entre vous a un projet, accompagnez-le, aidez-le, rêvez avec lui, et je pense qu'au bout du compte, vous pouvez avoir quelque chose d'avantageux pour tous les deux. Pour les jeunes, je vous dirais de faire très attention. Quand on est jeune, on se croit capable de tout faire, on se croit autorisé à tout faire. Il faut éviter d'aller dans l'excès. Pour ma petite expérience, dans les années 90, la chaussure à la mode, c'était la Sebago. De toute ma jeunesse, de toute mon enfance, je n'ai pas pu acheter une Sebago. La première Sebago que j'ai achetée, c'était en 2008. Et j'en ai acheté une douzaine en même temps, parce que quand j'ai su que je pouvais acheter la Sebago, j'ai acheté chacune des couleurs qui existaient. Et donc, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de paraître, vous n'êtes pas obligé d'être à la mode aujourd'hui et tout ça. Si vous souffrez pendant votre jeunesse, vous serez heureux pendant votre vieillesse. Mais si vous êtes heureux pendant la jeunesse, ça sera plus difficile plus tard. Donc, je vous donne ce conseil afin que vous puissiez poursuivre votre passion
et que vous puissiez aller de l'avant. Par la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, comme on le dit, vous pourrez réaliser vos projets. Merci.